C'était pour moi très important qu'une initiative ait lieu ici même contre ce qui est en train de se dérouler en ce moment même à Gaza et dans toute la Palestine. Tout simplement parce que, je vais y revenir plus longuement, parce que on le sait, malheureusement, ça n'a pas commencé le 7 octobre. Mais ça, je vais avoir l'occasion d'y revenir. Ce que je vous propose, je vais redire un certain nombre de choses, y compris parce que tout à l'heure, je pense que tout le monde n'a pas nécessairement entendu ce qui a été dit, puisque le micro a lâché en plein milieu de mon intervention, de ma prise de parole. Mais ce que je vous propose, c'est de prendre la parole ici pour revenir sur un certain nombre de choses, et puis qu'un débat, qu'une discussion ait lieu, et on profitera du micro pour qu'on fera circuler dans la salle pour que toutes celles et ceux qui souhaitent s'exprimer, qui souhaitent prendre la parole, poser des questions, intervenir, dire ce qu'ils ont sur le cœur, puissent le faire, tout simplement. Donc, oui, encore une fois, je l'ai dit, c'était très important, j'ai réfléchi avec mes camarades de la France Insoumise à ce qu'on pouvait faire ici, dans cette circonscription, parce que, je l'ai rappelé, depuis le 7 octobre quand même, il y a eu des mobilisations. Ces mobilisations sont allées croissant, sont allées crescendo. Enfin, au point de départ, ça a quand même été très difficile. Pendant plus de 3 semaines, le gouvernement français, le gouvernement d'Emmanuel Macron, a interdit l'ensemble des manifestations. Puis, il faut le dire aussi, quand même, on est confronté à un problème, c'est que les médias qui, je pense en particulier à des chaînes comme BFM ou CNews, qui du matin au soir font ce qu'elles appellent de l'information, en réalité, ce qu'elles font, c'est ni plus ni moins qu'une opération de matraquage absolument systématique. Alors, je ne vais pas reprendre la situation parce que je vais pas développer longuement, mais enfin quand même, je regardais les chiffres encore une fois là ce matin, avant de venir. Au moment où on parle, là, il y a près de 15 000 morts à Gaza. Sur ces 15 000 morts, il y a près de 7 000 enfants. On le sait, par ailleurs, la population gazaoui est une population extrêmement jeune. Mais les bombardements, et il faudrait y revenir d'ailleurs sur ces bombardements, parce que les tonnes de bombes qui ont été déversées sur Gaza nous ramènent au niveau d'opérations militaires extrêmement destructrices. On est même au-delà de ce qui a été déversé, par exemple, sur la ville allemande de Dresde en 1945. Vous êtes comme moi, vous avez sans doute entendu les déclarations de fous furieux, véritablement, du gouvernement israélien, du gouvernement Netanyahou et d'un certain nombre de ses dirigeants. Je pense notamment aux déclarations du ministre de la Défense israélien, qui a parlé d'animaux humains et qui donc appelle purement et simplement à les éradiquer. J'ai en tête également les propos qui ont été tenus par un ancien haut gradé de l'armée israélienne, il s'appelle Gora Eiland, et voici ce qu'il déclare. Il dit, c'était au tout début, dans les tout premiers jours du conflit, juste après le 7 octobre. Il dit, ce qu'il faudrait pour régler le problème, c'est une catastrophe humanitaire. C'est une catastrophe humanitaire et nous y sommes prêts. Et de fait, parce que j'ai parlé tout à l'heure, moi, dans mon discours, de l'exigence de levée du blocus de Gaza.
J'ai dit, parce que c'est lié, que la situation en réalité n'a pas commencé le 7 octobre. Les jeunes filles qui viennent de s'exprimer, qui viennent de lire les poèmes très émouvants qu'elles ont lus, elles le disent, c'est tout un peuple qui résiste. Mais cette résistance du peuple palestinien, elle dure depuis maintenant 75 ans. J'ai eu l'occasion de le dire à la fin de mon discours, je ne sais pas si vous l'avez entendu, donc je le répète ici. Il ne peut pas y avoir de solution sur la base de la négation du droit de tout un peuple à la terre, à la liberté et à la souveraineté. Or, il faut le dire clairement, les conditions dans lesquelles, après la Seconde Guerre mondiale, l'État d'Israël a été instauré. Et il a été instauré sur la base de la décision des gouvernements des principales puissances. Je pense en particulier aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Et les plans remontent à très loin puisqu'ils remontent en réalité à 1917. C'est l'impérialisme britannique, c'est Lord Balfour, qui était un ministre important du gouvernement britannique, qui avait mis au point en 1917 ce qui donnera bien des années après la naissance de l'État d'Israël. Mais l'État d'Israël a été fondé sur quelle base? Il a été fondé sur la base de l'expropriation de tout un peuple. J'ai eu l'occasion d'en parler, j'ai cité ce mot qui signifie catastrophe. J'ai parlé de la Nakba. La Nakba, elle commence en 1948. En 1948, les colons israéliens expulsent de leurs terres, expulsent de leurs maisons des centaines, des milliers de familles. Et ensuite, cette opération s'est poursuivie et s'est poursuivie. Et aujourd'hui, on est dans une situation où les Palestiniens ce peuple est privé de tout. Et lorsque j'ai entendu le gouvernement israélien et l'armée israélienne ordonner à la population du nord de Gaza de quitter le nord de Gaza pour aller vers le sud, alors que les bombes pleuvaient de toutes parts. Oui, il faut le dire en tant que tel, ce à quoi on assiste, c'est à une opération d'épuration et de nettoyage ethnique en règle. Et j'ai cité tout à l'heure les tractations qui ont eu lieu. Je ne sais pas si elles continuent, on manque d'informations, mais des tractations ont eu lieu entre l'État israélien et l'État égyptien pour que des milliers et des milliers de Palestiniens, de Gazaouis, soient expulsés de Gaza et se rendent, soient expulsés vers l'Égypte et soient expulsés vers le Sinaï. Donc, il faut appeler les choses par leur nom. Il y a au plus haut niveau de l'État israélien la volonté, d'une certaine manière, d'en finir avec ce qu'ils appellent le problème palestinien. Et c'est à ça qu'on assiste en ce moment même. Et cela est absolument intolérable. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début, le mouvement auquel j'appartiens, de la France Insoumise, exige le cessez-le-feu immédiat. Alors vous l'avez vu, ça nous a valu des attaques incessantes. En particulier tout au long des premières semaines. Mais ces attaques continuent, mais elles ont été particulièrement violentes. On a tout entendu. On a été accusés d'être des antisémites. On a été accusés d'apologie du terrorisme. Pour une seule et bonne raison, c'est qu'au point de départ, dès le 7 octobre, nous disons une chose. Dès le 7 octobre, le groupe parlementaire LFI publie un communiqué de presse. Dans ce communiqué de presse, nous avons inscrit ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël, les massacres effroyables qui ont eu lieu, nous l'avons inscrit dans un contexte. Nous avons dit ce que d'autres ont dit après nous d'ailleurs. Nous avons dit attention, le problème n'a pas commencé le 7 octobre. L'occupation par l'État d'Israël de la Palestine a commencé bien des décennies avant, et ce à quoi nous avons affaire, en réalité, c'est à une occupation et à une oppression coloniale. Et oui, le peuple palestinien résiste à cette occupation et à cette oppression coloniale.
Ils résistent d'ailleurs et dans les pires conditions depuis 75 ans. J'ai évoqué la Nakba. Il y a aujourd'hui en exil, en Jordanie, au Liban, des milliers de Palestiniens qui ont conservé la clé de la maison que leur famille occupait avant d'en être expulsés en 48 ou pour d'autres ensuite en 67 ou dans les années qui ont suivi. Et donc dès le départ, nous avons inscrit ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël dans ce contexte. Et j'avoue que quand j'ai entendu Ronnie Broman, ancien patron de Médecins sans frontières, je crois, dire la même chose, d'une certaine manière, ça m'a fait chaud au cœur parce que je ne vous cache pas que dans les premiers temps, on se sentait un peu seul et on se sentait un peu isolé face au déchaînement médiatique contre la France insoumise. Ronnie Broman, sur le plateau de BFM, il explique la chose suivante. Il dit, mais bien évidemment que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est atroce. Bien évidemment qu'on parle de montagne d'atrocités. Mais cette montagne d'atrocités est elle-même une riposte aux atrocités accumulées depuis des décennies et des décennies du fait des gouvernements israéliens successifs contre le peuple palestinien. J'ai parlé tout à l'heure, moi j'ai vu ces images hier, franchement, ça me prend à la gorge, ça m'arrache les tripes. Parmi les prisonniers palestiniens qui ont été libérés dans le cadre de la trêve qui a commencé hier, la plupart d'entre eux sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui ont été emprisonnés, et pour certains qui ont été torturés, qui ont été emprisonnés alors qu'ils avaient 12 ans, alors qu'ils avaient 13 ans. Je viens de voir une image tout à l'heure d'un gamin de 6 ans, d'un petit Palestinien de 6 ans, qui a été embarqué pour être jeté en prison pour plusieurs semaines par les soldats de Tzahal. C'est de cela dont on parle. C'est cela la réalité. Et c'est cela que, pour l'avoir dit, parce que nous l'avons dit, nous, à la France Insoumise, nous avons été attaqués de la manière que vous avez vue. Il y a aussi une chose qu'on ne nous a pas pardonnée, c'est d'avoir dit dès le départ, nous pleurons les victimes des deux côtés. Nous pleurons les victimes israéliennes et nous pleurons les victimes palestiniennes. Et je vais citer ici l'un de mes collègues députés de la France Insoumise. Il s'appelle Jean-Philippe Nilor, c'est un député martiniquais. Et un jour, on discutait dans le groupe parlementaire La France Insoumise, et il dit la chose suivante, la formule qu'il a utilisée m'a marqué. Il dit, moi il y a une chose que je ne supporte pas, c'est que une victime israélienne, c'est égal pour beaucoup de gens à 100 victimes palestiniennes. Eh bien ça, je ne le supporte pas, et il ajoute, les Martiniquais, et c'est un colonisé qui vous parle. Alors, voilà, moi, ce qui me guide depuis le départ, c'est le refus de cette barbarie, et c'est le refus de taire que la situation à laquelle nous assistons aujourd'hui est le produit de cette occupation coloniale qui dure maintenant depuis 75 ans. Et vous l'avez vu, le déchaînement, l'acharnement contre nous, contre la France Insoumise, il s'est particulièrement amplifié du fait du refus de la France Insoumise de qualifier le Hamas de terroriste. Nous n'avons pas utilisé cet adjectif. Et nous n'avons pas utilisé cet adjectif, pas du tout pour relativiser ce qui s'est passé le 7 octobre. D'ailleurs, nous l'avons condamné dès le départ. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mais il faut être clair sur une chose. Nous avons refusé de rentrer dans cette logique infernale dans laquelle certains voulaient nous entraîner et voudraient toujours nous entraîner, à savoir qu'il s'agirait d'une lutte du bien contre le mal. Parce qu'on a déjà connu des situations de ce type. Rappelez-vous ce qui s'est passé après le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, il y a les attaques contre les deux tours jumelles à New York. Et immédiatement après, le président américain de l'époque, c'était George Bush, dit il y a deux camps. Il y a le camp du bien, il y a le camp du mal. Le camp du mal, ce sont les terroristes. Le camp du bien, ce sont les grandes puissances occidentales. Et au nom du fait qu'il y a un camp du bien et un camp du mal, eh bien donc, on peut tout détruire. C'est vers ça qu'ils voulaient nous entraîner. Et nous avons dit non. Nous avons dit non, on ne rentrera pas sur ce terrain, parce que ce dont il s'agit
dans ce conflit, c'est bel et bien d'une guerre qui est le produit et qui est le résultat de l'oppression et de l'occupation coloniale. Alors, évidemment, ça s'est déchaîné, mais on n'a pas cédé. Et je pense qu'on a eu raison de ne pas céder, malgré les attaques. Il y a une chose que je n'ai pas évoquée tout à l'heure, mais sur laquelle je voudrais revenir. C'était il y a 15 jours maintenant, a été appelé par la présidente de l'Assemblée nationale, la même qui avait prétendu nous faire applaudir, approuver par acclamation dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le soutien inconditionnel à Israël, ce que nous avions refusé de faire. Nous avons été le seul groupe parlementaire à refuser d'approuver le soutien inconditionnel à Israël. La présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, vous le savez, ont appelé à manifester le 12 novembre dernier pour marcher, pour défiler contre l'antisémitisme. Pour notre part, nous avons refusé de nous prêter à cette opération. Bien évidemment, lutter contre l'antisémitisme, c'est indispensable. Mais on ne divise pas les choses. Moi, je lutte contre l'antisémitisme et je lutte contre toutes les formes de racisme. Et je constate une chose, c'est que le 12 novembre, à Paris, il y avait côte à côte la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, il y avait le gouvernement, il y avait plusieurs ministres du gouvernement, et puis il y avait le Rassemblement national, et puis il y avait Éric Zemmour. Et sur ces chaînes d'information en continu, qui du matin au soir déversent toujours les mêmes informations, et qui d'ailleurs montrent très peu d'images de ce qui se passe à Gaza. Eh bien, sur ces chaînes d'information en continu, on a entendu, pendant de longues minutes, de très longues minutes, on a entendu Éric Zemmour, par exemple, nous expliquer que le problème dans ce pays, c'était les banlieues islamisées. J'ai entendu, notamment parmi ceux qui ont défilé le 12 novembre, il y avait ce député du Rassemblement national, Julien Audoul, qui a participé au tout début, c'était début octobre, à une manifestation convoquée par le CRIF. Et dans cette manifestation, il dit la chose suivante. Il dit, il faut éradiquer Gaza et la France insoumise. Ces gens-là ont défilé le 12 novembre. Ces gens-là diffusent la haine. Alors oui, il faut lutter contre le racisme et j'y insiste, contre toutes les formes de racisme. Et je n'oublie pas, au passage, que ces discours de haine qui sont déversés du matin au soir, ils ont eu notamment pour résultat que l'autre jour, dans le Val-de-Marne, un jardinier a failli être égorgé, qu'il a été sauvagement attaqué par quelqu'un qui, en l'attaquant, a crié « Je suis chez moi, sors d'ici, sale bougnoule ». C'est ça aussi, la situation. Alors, marcher aux côtés de ceux qui diffusent ce genre d'idées, qui sont complaisamment relayées par tous les médias, ça n'est pas possible. Et j'ajoute une chose, défiler aux côtés ou derrière d'un gouvernement qui nous a demandé d'approuver le soutien inconditionnel à l'État d'Israël, cela non plus, ce n'était pas possible. Parce que le soutien inconditionnel à l'État d'Israël, qui ensuite est devenu « Israël a le droit de se défendre », eh bien les conséquences, on les a sous les yeux aujourd'hui même. Pendant des semaines et des semaines, le gouvernement français n'a cessé d'expliquer la même chose. Il n'a cessé de nous dire « Israël a le droit de se défendre ». Je l'ai dit tout à l'heure. Le droit de se défendre, ce serait détruire des hôpitaux. Le droit de se défendre, ce serait de bombarder les écoles de l'ONU dans lesquelles les Palestiniens cherchent tant bien que mal à se réfugier. Le droit de se défendre, ce serait de massacrer aujourd'hui près de 7000 enfants. Non, c'est pas ça le droit de se défendre. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est bel et bien d'une opération d'épuration ethnique. Et ça, c'est inacceptable. Ça, c'est intolérable. Et ça, évidemment, il faut que ça s'arrête. Et j'insiste sur une chose. Je l'ai dit, mais je le répète. Ça n'a pas commencé le 7 octobre. Ça fait 75 ans que ça dure. Alors, la solution, on entend beaucoup de choses sur la situation en Palestine. On entend souvent convoquer le droit international. On entend parler aussi parfois de la solution aux deux États.
Bon, moi, je dois le dire, le droit international, je ne sais pas toujours très clairement ce que c'est. D'ailleurs, vous m'entendrez rarement me réclamer du droit international, même si je comprends parfaitement qu'il y soit fait référence. Pourquoi est-ce que j'ai du mal avec ça? C'est très simple. J'avais 20 ans quand a lieu la première guerre du Golfe. J'étais un peu plus âgé, forcément, quand éclate en 2003 l'invasion de l'Irak. Je me rappelle très bien Colin Powell, le ministre, le secrétaire d'État, chargé des affaires étrangères, à l'Assemblée de l'ONU, brandir une fiole en disant « Nous avons la preuve que Saddam Hussein détient des armes de destruction massive » et au compte de quoi ils ont déchaîné la barbarie sur Bagdad et sur l'Irak avec les conséquences qu'on sait. Et on sait aujourd'hui, on le savait aussi à l'époque, mais les médias à l'époque nous disaient bien évidemment l'inverse, mais on a la preuve aujourd'hui que tout ça, ce n'était que des mensonges. Alors le droit international, moi j'ai toujours été un petit peu méfiant. Puis la solution des deux États, très franchement, je ne sais pas. Moi j'appartiens à un courant politique qui s'appelle la 4e internationale. Bon, ça n'a jamais été notre tasse de thé, si on peut dire, la solution des deux États. En 1993, quand sont signés les accords d'Oslo, je commençais à réfléchir à 2-3 choses, et je me disais, mais ça ne va pas marcher cette histoire, parce que tant que l'État d'Israël sera un État qui repose sur l'expropriation de tout un peuple, eh bien, le sort qui sera réservé aux Palestiniens, ce sera de vivre dans des ghettos. Et de fait, c'est ce qui se passe. De fait, c'est ce qui s'est passé ensuite. En tout cas, il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'il ne peut y avoir de solution pour les peuples. Et j'insiste, des deux côtés. Il ne peut pas y avoir de solution pour le peuple juif. Il ne peut pas y avoir de solution pour le peuple palestinien sur la base de l'expropriation de tout un peuple et de la négation de son droit à la liberté, à la souveraineté et à la terre. Il y a des dizaines d'exemples dans l'histoire qui le démontrent. Dès lors qu'on opprime un peuple, dès lors qu'on le prive de tout, inévitablement, ce peuple résiste. Et si la réponse, c'est de nier son droit à la terre, à la liberté et à la souveraineté, alors ça ne peut qu'entraîner un engrenage infernal de violence et de haine qui est destructeur pour les peuples des deux côtés. Et donc c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, avec les camarades de la France Insoumise, et beaucoup plus largement, et vous en êtes la preuve aujourd'hui, eh bien, on met toutes nos forces dans la bataille pour dire ce qu'il faut maintenant, tout de suite, c'est un cessez-le-feu total et définitif. Vous avez vu, j'ai parlé des mobilisations qui ont lieu depuis maintenant plusieurs semaines. Ces mobilisations, j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas les sous-estimer. Parce que parfois, on a l'impression qu'on crie dans le vide, qu'on crie dans le désert. Mais le refus de ce qui se passe, de la barbarie qui est en cours, le refus de la politique des gouvernements, et notamment ici, du gouvernement français, du gouvernement d'Emmanuel Macron, qui pendant de longues semaines n'a cessé de dire « nous soutenons l'État d'Israël ». Ce refus, en réalité, il est énorme. Moi, je l'ai constaté, notamment sur le marché. J'ai publié il y a quelques semaines un communiqué dans lequel j'explique en substance ce que je suis en train de vous raconter. En tout court, évidemment. J'ai été extrêmement frappé, je n'ai pas été surpris, mais c'était extrêmement frappant de voir l'accueil à ce communiqué. Parce que c'est normal, les gens, dans leur immense majorité, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la paix, tout simplement. Et donc, quelles que soient les attaques, quel que soit l'acharnement, quel que soit le déchaînement, nous ne lâcherons pas et nous continuerons à dire cessez-le-feu total et définitif, la trêve qui a été décidée à partir d'hier crée d'une certaine manière une situation nouvelle. Personne ne peut s'en satisfaire, mais vous n'y pouvez rien. C'est un répit très fragile. Je l'ai dit, les centaines de Gazaouis qui remontaient du sud vers le nord, d'où ils avaient été expulsés.
pour certains, ont été pris pour cible par des snipers de Tsahal, parce que Tsahal a interdit que la population revienne dans le nord. Mais dès qu'ils ont appris qu'il y avait une trêve, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on retourne chez nous pour essayer de reconstruire ce qui a été détruit. Alors aujourd'hui, il faut utiliser cette très fragile lueur d'espoir pour dire un répit momentané. Si c'est pour reprendre les bombardements dans 3 jours, ça nous n'en voulons pas. Ce qu'il faut maintenant tout de suite, c'est le cessez-le-feu, total et définitif, c'est l'arrêt total des bombardements et c'est la levée du blocus de Gaza. Parce qu'il n'est pas vrai qu'une solution puisse être dégagée sur la base de plus de 2 millions de personnes qui vivent en prison et qui subissent, parce que c'est une prison à ciel ouvert, c'est même devenu aujourd'hui un cimetière ou un charnier à ciel ouvert, et donc il faut que cette barbarie et cette folie cessent, et c'est la raison pour laquelle ce mot d'ordre de cessez-le-feu immédiat, total et définitif est d'une extrême importance. Alors moi, je voudrais conclure par une chose, c'est bien évidemment lancer un message, et le nombre qu'on est dans cette salle aujourd'hui est déjà un signe extrêmement positif, mais c'est de lancer un message pour amplifier la mobilisation. Il commence à y avoir, dans un certain nombre de secteurs professionnels, des rassemblements parfois modestes, mais qui contribuent à briser le mur du silence. J'ai vu, par exemple, à la faculté de Montpellier, quelques dizaines de syndicalistes, de professeurs, d'étudiants qui se sont réunis sur les exigences dont je viens de parler. Je sais que dans d'autres secteurs, je sais que notamment dans des hôpitaux, je pense à un hôpital à Lyon, l'hôpital du Vinatier, les personnels se sont réunis devant l'hôpital et ont dit, en Palestine, à Gaza, l'armée israélienne, avec d'ailleurs le soutien et la complicité ici même de notre gouvernement, bombarde un hôpital. Nous sommes des personnels de santé, nous sommes des personnels hospitaliers. Nous n'acceptons pas la barbarie qui est en train de se dérouler. Et je pense que ça, il faut le multiplier absolument partout. Des rassemblements comme ceux qu'on a fait aujourd'hui, il faut qu'il y en ait d'autres, et encore plus importants, et encore plus larges, et encore plus nombreux. Bref, on ne va pas lâcher. Et je voudrais conclure sur 2 choses, sur 2 informations. Moi, je suis un militant internationaliste, alors on tient à votre disposition, il y a plusieurs exemplaires de cet appel sur la table ici, on tient à votre disposition un appel qui a été lancé par une bonne centaine de responsables politiques et syndicaux africains, d'Afrique du Nord, d'Algérie, du Maroc, de Tunisie et d'Afrique noire. Et ces responsables politiques et ces syndicalistes africains, ils se rassemblent pour dire, j'en lis quelques extraits. Donc c'est une déclaration de soutien à la Palestine qui commence par l'évocation des scènes d'horreur en Palestine, et voilà comment ça se termine. Nous sommes des militants africains d'horizons divers, engagés dans un combat quotidien pour la démocratie, les droits politiques et sociaux dans leurs pays respectifs, contre la guerre et l'exploitation pour la souveraineté des peuples. Nos pays ont vécu la colonisation et la domination impérialiste. Aussi, nous condamnons avec gravité et horreur le génocide en cours en Palestine. Le cessez-le-feu et l'accès aux besoins fondamentaux, soins, eau, électricité, alimentation, logement, sécurité, sont l'urgence. Pour cela, nous exigeons l'arrêt immédiat des bombardements et la levée sans condition du blocus dans la bande de Gaza. On tient cet appel à votre disposition, prenez-le et faites-le connaître autour de vous. Le 7 octobre, donc le jour où il se passe ce concept, publie un éditorial dans lequel eux-mêmes disent cherchons quand même à comprendre ce qui est en train de se dérouler en ce moment même en Israël, en ce moment même dans les kibboutz, qui sont juste de l'autre côté de la frontière de Gaza. Et ils reviennent sur ce qui se passe. Et ils disent ça fait maintenant des années et des années qu'un blocus monstrueux est imposé à Gaza. Ça fait maintenant des années et des années que les Gazaouis vivent en prison. Les jeunes qui vivent à Gaza,
j'allais dire pour la plupart d'entre eux, c'est pas pour la plupart d'entre eux, tous autant qu'ils sont, ils n'ont jamais pu mettre un pied en dehors de Gaza. Et Gaza, c'est quelques 40 km² en tout et pour tout. Ils ne connaissent que ça. Ils ne connaissent que cette prison à ciel ouvert dans laquelle s'entassent plus de 2 millions de personnes et où les conditions de vie sont quand même très 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 difficiles. Et c'est ce quotidien israélien, qui dès le 7 octobre le publie. Alors, il ne faut d'ailleurs pas être surpris si, étant donné l'évolution de la situation, ce même quotidien israélien est aujourd'hui inquiété par les autorités israéliennes qui lui reprochent justement son ton très critique, leur condamnation de la politique menée par Netanyahou. Et vous avez peut-être vu que en Israël, plus ça va et plus les libertés et les droits fondamentaux sont quand même systématiquement attaqués, remis en cause, ça prend des proportions assez graves. Mais songez quand même qu'au même moment, en France, le simple fait, dans un communiqué de presse, de rappeler en une phrase seulement que depuis 75 ans, un peuple entier était soumis à une occupation coloniale, ça nous a valu un déchaînement de haine absolument délirant. Et donc, ça donne quand même une idée de où en est rendu ce gouvernement, parce que c'est quand même de lui dont on parle, et c'est de ça dont il s'agit. Ce gouvernement avait décidé au point de départ que, j'allais dire d'une certaine manière, pas une tête ne devait dépasser, et que tout le monde devait reprendre en chœur le même refrain, c'est-à-dire soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Et ça, pour nous, bien évidemment, c'était hors de question. Mais j'insiste là-dessus parce que moi, ça m'a frappé de voir à quel point des choses que même en Israël, certains journaux arrivaient à dire, en France, c'était impossible. Alors, vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je constate par exemple, alors vous me direz, ça ne règle pas fondamentalement le problème, mais je constate par exemple qu'au point de départ, les manifestations étaient interdites. Je constate qu'au point de départ, écrire ce qu'on a pu écrire dès le 7 octobre, nous, dans des communiqués, ça nous valait ce que ça nous a valu. On est aujourd'hui dans une autre situation. Le gouvernement, aujourd'hui, n'ose plus dire soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Bien. Moi, je pense qu'il faut continuer, je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, j'insiste là-dessus, je martèle ça, il faut continuer à se mobiliser et il faut amplifier la mobilisation. Je pense que le 2, par exemple, samedi prochain, à Paris, il faut qu'on soit des dizaines, voire des centaines de milliers. Il faut qu'il y ait eu une masse de gens dans la rue pour dire il faut que ça s'arrête, il faut le cessez-le-feu immédiat. Parce que ce gouvernement, aussi, replié sur lui-même qu'il puisse être et aussi autoritaire qu'il soit, entre parenthèses, au passage, je signale que cette semaine, il y a 48 heures, je crois, on a subi le 18e 49.3. Parce qu'on en est là, hein. Bon. Donc, comme ils sont minoritaires, pour faire passer leurs décisions, ils n'ont pas d'autre solution que de déclencher le 49.3. Mais même ce gouvernement, aussi refermé sur lui-même et aussi sourd en apparence, il est conscient de l'ampleur du refus. Donc il faut continuer à se mobiliser pour, j'allais dire d'une certaine manière, faire pression sur lui pour que on débouche sur une situation où le cessez-le-feu soit imposé au gouvernement israélien. J'ai écouté par exemple le président américain hier, Joe Biden, le même qui disait effectivement ce que tu as indiqué, et ça faisait écho d'ailleurs à une autre déclaration d'un autre dirigeant américain, j'ai oublié son nom, qui avait dit il y a quelque temps Israël est notre meilleure assurance vie dans cette région du monde, au Moyen-Orient. C'est d'une certaine manière le porte-avions des Américains, de l'impérialisme américain dans cette région du monde. J'ai écouté Biden hier. Son discours a évolué. Son discours a changé. Il va même jusqu'à dire à un moment donné cessez-le-feu. Donc, franchement, j'ai aucune confiance dans ces gens-là. Bien évidemment. J'ai aucune confiance dans ces gens-là et je les combats depuis le début et je les combattrai jusqu'au bout.
Mais la mobilisation qu'on a engagée et qu'il s'agit d'amplifier, elle peut avoir cet impact. Et c'est ça qu'il faut. C'est pour ça que c'est absolument indispensable de continuer à faire ce qu'on fait et de ne surtout pas lâcher. Et je voulais juste dire une chose, mais vous avez déjà d'une certaine manière tout dit. Je partage totalement, même s'il a dû partir, ce qu'a dit l'un des intervenants tout à l'heure, qui disait ne tombons pas dans le piège d'une soi-disant guerre de civilisation ou de religion entre d'un côté l'islam et de l'autre le judaïsme. Non, c'est une guerre, ce conflit, c'est le conflit d'un État colonial, d'un État qui opprime un peuple et à qui il refuse ses droits les plus élémentaires, à commencer par la terre, la liberté et la souveraineté. Et c'est vraiment de ça dont il s'agit. Mais on voudrait nous enfermer évidemment dans une grille de lecture qui est une grille de lecture religieuse. Et j'attire votre attention sur une chose parce que moi ça m'a frappé. Dès le début, immédiatement après le 7 octobre, il y a eu à New York, il y a eu à Washington des manifestations de milliers de citoyens juifs qui ont tenu à défiler dans les rues sur un slogan, pas en notre nom. Nous refusons, au gouvernement Netanyahou de se revendiquer de la défense du peuple juif. Nous sommes juifs comme lui, mais nous refusons qu'on tue et qu'on assassine des femmes et des enfants à Gaza. Et y compris, j'ai vu circuler, moi, des tribunes d'écrivains, d'artistes juifs, que ce soit aux États-Unis, y compris en Israël, qui disent la même chose. Donc c'est très important d'en être conscient, parce que c'est le meilleur moyen de résister à ce dans quoi on voudrait nous enfermer, et qui évidemment est un piège absolument effroyable. Je ne redis pas ce que j'ai dit tout à l'heure sur les discours de Zemmour et de Julien Audoul, à qui les télés offrent leur plateau, leur micro, autant qu'ils peuvent et autant qu'ils veulent. Non, il s'agit du droit d'un peuple à la terre, à la liberté et à la souveraineté, et là-dessus, nous ne lâcherons jamais.